Il existe un pouvoir particulier qui ne se révèle pas dans les actions d'un leader, mais dans ce qu'il n'a plus à faire. Pendant presque 10 ans, Xi Jinping a affiché ce pouvoir en cessant presque totalement ses voyages à l'étranger, laissant le monde venir à lui. Les dirigeants étrangers visitaient à Pékin, assistaient à la mise en scène, puis rentraient chez eux. Selon les chiffres compilés par l'Asia Society, Xi effectuait en moyenne environ 14 voyages à l'étranger, par an, entre 2013 et 2019. Puis il a réduit ce nombre à environ 6 par an, entre 2022 et 2025. En 2020, il n'a quitté le pays qu'une seule fois. En 2021, il n'a pas quitté le pays du tout, apparemment en raison de la crise du Covid. Mais le message était clair. Le centre de gravité géopolitique avait changé de place, et il se trouvait à Pékin, attendant que tout le monde vienne à lui. Alors, lorsque Xi est monté à bord d'un avion pour Pyongyang, au début du mois de juin 2026, la destination a fait la une des actualités. C'était sa première visite en Corée du Nord depuis 7 ans, et son premier voyage à l'étranger de toute l'année. C'était un changement spectaculaire. Xi, l'homme qui fait venir le monde à lui, s'est rendu cette fois-ci chez nul autre que Kim Jong-un. Pour comprendre pourquoi un dirigeant qui ménage si soigneusement ses déplacements pourrait être poussé à dépenser ce capital, en se rendant dans le régime le plus isolé du monde, il faut suivre une chaîne de leviers. Et cette chaîne ne commence ni à Pyongyang ni à Pékin, mais sur les lignes d'artillerie de l'est de l'Ukraine. Commençons par la cage où Kim Jong-un vivait autrefois. Pendant des décennies, la Corée du Nord était le partenaire subalterne, la Chine détenait les clés. Les estimations de la dépendance commerciale de Pyongyang envers la Chine varient, mais elles vont toutes dans le même sens. Le Comité national sur la Corée du Nord l'a estimé à 95% dans une évaluation de 2022. Un autre chiffre cité en 2026 l'a situé toujours au-dessus de 90%. Quel que soit le chiffre exact, cela implique que la Corée du Nord était sanctionnée, isolée et économiquement liée à un seul partenaire. Il est à noter que le commerce ne représentait qu'une infime partie de l'économie du pays, les sanctions obligeant le pays à produire localement tout ce qu'il pouvait. Cependant, la Corée du Nord, sans réserve de pétrole, dépendait principalement des ressources fournies par la Chine. Il y a une limite à sa production. Pékin aurait donc 2 leviers sur la Corée du Nord. Il y avait le levier économique, le simple fait que la Chine pouvait restreindre le flux des importations d'énergie et des échanges commerciaux dont dépendait la Corée du Nord, limitant ainsi la capacité du pays à importer des biens essentiels et à exporter ses produits à l'étranger. Et il y avait le levier diplomatique, la question de la dénucléarisation, que la Chine pouvait mettre en avant ou reléguer au second plan pour gérer son voisin turbulent et signaler à Washington qu'elle disposait d'une influence avec laquelle il valait la peine de négocier. Kim n'avait qu'un seul arbre auquel s'accrocher, et Pékin possédait cet arbre. Il faut s'arrêter pour voir à quel point la soi-disant alliance a toujours été creuse, ce qui explique pourquoi la Chine ne peut ordonner à Pyongyang de se conformer. Sur le papier, le lien semble inébranlable, utilisant le traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle de 1961, dont le 65e anniversaire tombe cette année, est le seul traité d'alliance militaire formel que la Chine maintient encore, avec qui que ce soit. Et il contient une clause obligeant chaque partie à venir en aide à l'autre en cas d'attaque. Mais la réalité vécue a été bien plus froide que ne le suggère le document, marqué par de longues périodes de méfiance mutuelle. Il y a aussi une contradiction structurelle inhérente à la relation que le traité ne peut pas masquer. Pékin a toujours voulu une Corée du Nord obéissante et stable, un tampon qu'il peut contrôler, pas une Corée du Nord réellement puissante et imprévisible à sa frontière. Pyongyang a toujours voulu un soutien inconditionnel sans contrepartie, et a vu l'ingérence chinoise dans ses affaires intérieures, et son programme d'armement comme une forme d'intrusion insidieuse à laquelle résister. Comme l'a noté le groupe international de crise, Pékin se méfie depuis longtemps d'aider à renforcer l'armée nord-coréenne précisément parce qu'un Pyongyang enhardi militairement est une source d'instabilité plutôt qu'un atout. Et ces deux visions ont toujours été en tension. La guerre en Ukraine est devenue une occasion pour Kim Jong-un de tester les limites de ses visions, et de voir à quel point la Chine tient à avoir la Corée du Nord de son côté. La Russie est entrée en guerre en pensant ne pas avoir besoin d'autant de ressources qu'elle en a finalement requises. Mais comme vous le savez, l'invasion de l'Ukraine est devenue une guerre d'artillerie d'usure, qui consomme les obus plus vite qu'une économie de guerre ne peut les produire. Moscou s'est retrouvé à court et a cherché des munitions partout où elle pouvait en trouver. L'ampleur de ce qui a suivi peut être retracée grâce à des sources ouvertes. L'Open Source Center, un groupe de recherche basé au Royaume-Uni, a travaillé avec Reuters pour suivre les expéditions à l'aide d'images satellites, et le Royal United Services Institute a résumé les conclusions.
Entre environ août 2023 et le printemps 2025, une petite flotte de navires battant pavillon russe a effectué environ 64 voyages, transportant près de 15 800 conteneurs depuis le port nord-coréen de Rajin jusqu'à l'extrême-orient russe. Les estimations suggèrent que les conteneurs représentent entre 4,2 et 5,8 millions d'obus d'artillerie au total. Au début de 2026, ce chiffre est passé à un nombre stupéfiant de 33 000 conteneurs et à environ 15 millions d'obus de 152 mm. Pour mettre ce chiffre en perspective, les responsables occidentaux et ukrainiens estiment que les usines russes n'ont produit, en 2024 pas plus, de 2,3 millions d'obus sur le territoire national. Si l'on extrapole cela à la durée de la guerre et à la production possible, la Corée du Nord aurait pu fournir potentiellement environ 40% des munitions tirées par la Russie. Et certaines unités d'artillerie russes, selon des documents consultés par Reuters, utilisaient entre 50 et 100% d'obus nord-coréens. Même si cela semble secondaire dans la guerre en Ukraine, l'importance industrielle de cet exploit est essentielle pour les relations entre la Corée du Nord et la Chine. La Corée du Nord avait un secteur de la défense affaibli par les sanctions, vu comme une relique rouillée de la guerre froide par le reste du monde. Soudain, elle s'est retrouvée avec un client géant garanti, à l'appétit quasi sans fond. Le résultat, c'est que la guerre en Ukraine et le besoin d'obus qui en a découlé ont servi de programme de relance pour la base industrielle militaire nord-coréenne. Une raison d'exploiter au maximum les chaînes de production d'obus, de rénover les usines, de garder les ouvriers et surtout d'obtenir des devises étrangères. La guerre est aussi un laboratoire de tir réel. Chaque système que la Corée du Nord envie à l'Est et chaque soldat qu'elle fait passer par le front revient en principe avec des retours d'expérience du champ de bataille qu'aucun test en temps de paix ne pourrait offrir. Les chiffres de production sont déduits des volumes d'exportation plutôt que mesurés directement en Corée du Nord, qui reste l'un des États les plus opaques au monde. La tendance reste cependant claire. La guerre a permis à l'industrie de l'armement de Pyongyang ce qu'aucune politique interne n'aurait pu faire. En parlant de tests de tir réels, il y a aussi la question des soldats nord-coréens, inclus dans la même modernisation. La Corée du Nord a fait tourner ses troupes sur le théâtre d'opération, avec des estimations extérieures suggérant qu'entre 14 000 et 15 000 soldats y ont été envoyés au cours de la guerre. Parmi eux, on estime que la Corée du Nord en a perdu au moins 6 000, ce qui est stupéfiant. La présence de troupes nord-coréennes dans l'une des guerres les plus technologiques a suscité de nombreuses moqueries. Au-delà de rappeler leur utilisation comme chair à canon, ces déploiements servent aussi de filière de formation et permettent à la Corée du Nord d'obtenir des informations en temps réel sur l'efficacité des tactiques militaires actuelles. Rappelez-vous que, même si la Corée du Nord est en conflit gelé avec la Corée du Sud, son armée n'a pas combattu depuis les années 1950 et n'a jamais pu s'entraîner avec des armées modernes. Et à travers tout cela, Kim a été payé sous plusieurs formes à la fois. La première était en espèces. Et les chiffres avancés par Séoul sont frappants. L'Institut sud-coréen pour la stratégie de sécurité nationale, un organisme financé par le gouvernement, a estimé que Moscou aurait pu payer à la Corée du Nord jusqu'à 14,4 milliards de dollars pour l'envoi de troupes et d'armes. La même analyse suggère également que Pyongyang n'aurait reçu qu'entre 580 millions et 1,5 milliard de dollars sous forme de biens matériels, le reste étant soupçonné d'être un échange équivalent de technologies militaires sensibles. Les analystes estiment que les transferts de technologies auraient pu faire partie de la compensation. Cela pourrait compter davantage que l'argent. Le contenu du transfert demeure flou et la plupart des informations relèvent plus de la spéculation que de faits confirmés. Les catégories mentionnées par les observateurs sont cohérentes et comprennent une assistance en matière de satellites, de lancements spatiaux et de défense aérienne. La troisième monnaie est liée à la raison pour laquelle la Corée du Nord pourrait soudainement échapper à l'emprise chinoise, le pétrole. Avant la guerre, la Chine était le seul et unique fournisseur de pétrole et de produits pétroliers à la Corée du Nord, alimentant l'oléoduc de l'amitié afin que la Corée du Nord puisse faire fonctionner sa seule raffinerie de pétrole pour ses besoins domestiques. Mais une enquête conjointe menée par les médias History et OCCRP en collaboration avec l'Open Source Center a révélé que, en 2024, la Russie a discrètement transporté environ 1,5 million de barils de produits pétroliers en Corée du Nord, soit environ 3 fois le plafond annuel fixé par les Nations Unies pour Pyongyang. Ces chiffres étaient faibles face aux exportations pétrolières et au raffinage russe, mais permettaient à la Corée du Nord de recevoir des produits pétroliers essentiels, sans dépendre uniquement de son partenaire officiel. La dernière monnaie est celle qui brise complètement l'ancien système, et elle est politique. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données
collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données. Et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. La Russie s'est effectivement retirée du régime de sanctions qu'elle avait autrefois contribué à maintenir, protégeant la Corée du Nord aux Nations Unies et, en pratique, la traitant comme un autre État doté de l'arme nucléaire. Cette reconnaissance a plus de valeur pour Kim que n'importe quelle livraison, car elle valide précisément l'arsenal qui définissait autrefois son isolement. Quelques jours avant l'arrivée de Xi, la sœur de Kim, Kim Yo-jong, a publiquement qualifié le statut nucléaire du pays d'irréversible. Selon des estimations extérieures, la Corée du Nord comptait environ 60 ogives à la mi-2026. À la veille du sommet, Kim a été photographié visitant une installation de matières nucléaires de qualité militaire et un site d'enrichissement d'uranium selon les médias d'État. Il s'agit d'un régime qui a cessé de demander la permission, ce qui nous amène au cœur de l'histoire et là où le rapport de force s'est inversé. Mais avant d'entrer dans les détails, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour rester informé de toute l'actualité de la géopolitique mondiale. Revenons à Kim Jong-un. L'influence économique de la Chine sur la Corée du Nord a fonctionné car Pyongyang n'avait aucune autre option. Peu importait que le commerce extérieur nord-coréen ne soit qu'une petite part de son économie, car il dépendait d'un seul pays pouvant l'interrompre à tout moment, isolant ainsi la Corée du Nord. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en 2011, il a désormais une alternative. La Russie peut lui fournir des céréales, du carburant, de l'argent, de la technologie et un soutien diplomatique. La laisse que Pékin resserrait depuis des décennies s'est soudainement relâchée, non parce que la Chine avait mal agi, mais parce qu'un deuxième protecteur est arrivé. Et dès qu'un deuxième acheteur existe, le premier perd la capacité d'imposer ses conditions. C'est ce qui a inversé la dynamique entre Xi Jinping et Kim Jong-un. Pour Pékin, le pire scénario n'est pas qu'un missile soit tiré par la Corée du Nord, mais que celle-ci passe définitivement sous l'influence de la Russie, s'éloigne de la Chine et laisse Pékin sans influence sur un voisin nucléaire. Soudainement, la Chine doit stabiliser la relation, risquant d'y perdre à l'échelle mondiale en négligeant un voisin parfois trop prompt à appuyer sur la gâchette. Kim a bien compris cette inquiétude et peut désormais faire payer le fait de l'apaiser. Il devait simplement accueillir le sommet, glisser quelques mots chaleureux dans une déclaration commune, et permettre à Xi de repartir en affirmant que Pékin influence toujours Pyongyang. En échange, les analystes qui observent la situation s'attendent à ce que Kim obtienne les choses concrètes qu'il souhaite réellement. Ce qui est révélateur, c'est que la Corée du Nord a désormais plus de connexions avec le monde, puisque la Chine a mis fin en mars 2026 à un blocage de 6 ans du service ferroviaire transfrontalier entre Pékin et Pyongyang. Ce train transporte des passagers, mais il transporte aussi de la monnaie et des informations géopolitiques sur l'une des nations les plus puissantes du monde. Ce qui nous amène à la visite elle-même et à son importance. C'est Xi qui s'est déplacé. Un dirigeant qui a passé des années à faire venir le monde à lui est y monté dans l'avion et s'est déplacé. Et il l'a fait en grande partie selon les conditions de Kim. À aucun moment de la visite, il n'a été question de l'armement nucléaire nord-coréen, ni d'une éventuelle démilitarisation. L'Institut Brookings a analysé le sommet, et a noté que, bien que les responsables chinois affirment toujours que la dénucléarisation reste la ligne officielle, Pékin a cessé de la mettre en avant publiquement. C'est parce que Pyongyang l'a rejetée, et que la Russie a soutenu la Corée du Nord en tant que puissance nucléaire. Insister sur la question de la dénucléarisation risquerait simplement d'aliéner Kim au pire moment possible. Pour le régime de Kim,
La leçon à retenir est que Pékin n'est plus disposé à conditionner la relation à la question nucléaire. La Chine devra donc trouver un autre moyen de contraindre son plus petit voisin à se soumettre, ce qui représente déjà une grande victoire stratégique pour Pyongyang. Le fait que Xi ait choisi la Corée du Nord comme première destination étrangère de l'année a été interprété comme un signe d'approbation, un cadeau de légitimité offert à Kim tant sur le plan national qu'international. Il y a aussi un changement symbolique caché dans le langage. L'ancienne façon de présenter cette relation reposait sur l'image de camarades et de frères, avec une hiérarchie évidente sous-jacente, un aîné et un cadet. Les reportages sur ce sommet évoquent désormais un partenariat plus égalitaire entre des acteurs défendant leurs intérêts. Au-delà de la rhétorique, c'est en réalité une rétrogradation pour Pékin. Ce n'est plus un grand frère pour une Corée du Nord dépendante, mais un partenaire stratégique pour une nation qui dispose désormais d'opportunités économiques, que celle-ci ait été créée par ses propres ambitions ou non. Même si les relations entre la Chine et la Corée du Nord évoluent, il faut aussi examiner l'impact sur la géopolitique mondiale, surtout avec les États-Unis. Une partie de ce que Pékin a historiquement tiré de sa relation avec la Corée du Nord, c'est un atout à utiliser contre les États-Unis. Partenaire commercial influent, il pouvait contenir Pyongyang et Washington devait donc le garder de son côté. Cet atout n'est valable que si la Chine peut réellement contenir Pyongyang. Après la rencontre entre Xi et Donald Trump début 2026, les versions américaines et chinoises des discussions ont divergé, notamment sur cette question. Washington a maintenu la dénucléarisation au cœur des discussions, tandis que Pékin a relégué cette question au second plan. Sisi utilise la Corée du Nord comme levier face aux Américains sans pouvoir vraiment la contrôler. Une visite à Pyongyang vise donc plus que la simple cordialité bilatérale. C'est une démonstration d'influence organisée en partie pour un public à Washington. Faire semblant d'avoir de l'influence et en avoir vraiment sont deux choses différentes, ce que Kim sait parfaitement. Pour le montrer clairement, Kim l'a souligné avec du matériel militaire. La Corée du Nord a tiré des missiles balistiques à courte portée fin mai, juste avant l'annonce de la visite. C'est un schéma récurrent dans leur stratégie. Lancer quelque chose en mer avant une réunion importante pour montrer que la Corée du Nord suit son propre calendrier, peu importe la venue de l'invité. Si la Chine contrôlait davantage la Corée du Nord, elle pourrait reporter la visite ou lui faire cesser la démonstration de son armement balistique. Mais comme la Chine avait besoin de l'aide de la Corée, toute l'affaire a été étouffée. Alors, le titre tient-il la route? Kim a-t-il dupé Xi? Une réponse honnête est plus intéressante qu'un simple oui. Kim n'a pas vraiment trompé Xi avec une fausse promesse. Ce qui s'est passé à la place, c'est qu'au moment où Xi entamait ses entretiens à Pyongyang, il n'y avait plus de bonnes cartes à jouer. La Corée du Nord bénéficiait à présent de tout l'avantage obtenu grâce à la Russie, qui fournissait des ressources essentielles et offrait à l'industrie nord-coréenne un débouché autre que la Chine. Cependant, il faut noter que la Chine n'a pas simplement perdu. La manne venue de Russie a ses limites, et on s'en approche peut-être et est limitée, et pourrait bientôt s'épuiser. Vers la fin de 2025, les renseignements militaires ukrainiens signalaient que les livraisons d'obus nord-coréens avaient fortement diminué. Le rapport suggérait que les réserves de Pyongyang avaient chuté au point que le pays ne pouvait plus suivre sa production intérieure tout en maintenant son stock. À noter qu'il s'agit d'une évaluation du gouvernement ukrainien, et des rapports ultérieurs ont indiqué que le transport avait atteint des niveaux élevés, début 2026. Mais cela montre qu'une économie fondée sur la vente d'obus pour la guerre de quelqu'un d'autre est otage de cette guerre. Les progrès de la Russie dans la guerre se sont complètement arrêtés en 2026 mars, étant le premier mois depuis la contre-offensive de 2023 de l'Ukraine, où Kiev a réussi à reprendre plus de territoire qu'elle n'en a perdu. La Russie est confrontée à la dégradation de ses capacités d'artillerie, due soit à la perte, soit à l'usure de ses systèmes d'artillerie. S'il n'y a plus de munitions pour l'artillerie, il n'est pas nécessaire d'importer autant depuis la Corée du Nord, et l'influence de Kim diminue en conséquence. La Corée du Nord l'a compris, d'où son orientation, selon certaines informations, vers la fabrication de drones et l'envoi de travailleurs dans les usines russes. Elle tente de faire d'un accord ponctuel sur les munitions d'artillerie une solution durable. À partir de là, l'économie nord-coréenne pourrait, sans le vouloir, s'entremêler avec l'ensemble du complexe militaro-industriel russe. L'effort russe restera intense, quelle que soit l'évolution de la guerre, car la Russie ne peut se permettre d'arrêter ni de paraître céder à l'Ukraine, pays qu'elle a envahi. La deuxième mise en garde, c'est que Poutine n'est pas non plus l'ami de Kim. Il utilise la Corée du Nord, autant que Pékin l'a fait autrefois. Certains analystes soupçonnent que Moscou se plaît à brandir Pyongyang face à la Chine, en partie pour déstabiliser Pékin.
Kim jongle entre deux grandes puissances qui veulent toutes deux l'utiliser, et cet exercice d'équilibriste est par nature précaire. La stratégie consiste à convaincre les deux parrains qu'ils ne peuvent pas se passer de lui, une position difficile à maintenir sur la durée. Troisièmement, certains analystes estiment que la réunion a profité aux deux dirigeants. Kim a gagné en légitimité et obtenu une relation sans condition nucléaire. Xi a pu réaffirmer que la Chine reste le partenaire économique indispensable de Pyongyang et rappeler à Washington, après ses propres rencontres récentes avec Trump et Poutine, que Pékin demeure un acteur central dans la région. La Chine maintient effectivement le statu quo, et il faudrait quelque chose d'extraordinaire pour que la Corée du Nord puisse faire évoluer cet équilibre au-delà de gestes symboliques. Alors, quelle sera la prochaine étape pour ce triangle ? Les prochains mouvements sont déjà visibles si l'on sait où regarder. Le premier signal arrivera en juillet 2026. À ce moment-là, le traité de 1961 aura 65 ans. La question est de savoir si Pékin agira concrètement après ces paroles chaleureuses. Cela peut être une vente d'armes, un système de défense aérienne, ou un exercice naval conjoint, un type d'initiative que la Chine aime particulièrement mener de temps à autre. Cela favoriserait la Chine comme principal partenaire de la Corée, mais l'inaction serait aussi révélatrice. Le deuxième signe est le rythme des essais de missiles nord-coréens. Si Kim continue de lancer selon son propre calendrier, cela suggère que l'influence de Pékin reste davantage une question de façade que de fond. La question centrale est celle à laquelle la guerre répondra. Kim saura-t-il transformer un afflux temporaire d'artillerie en un avantage durable avant que les combats ne faiblissent et que la manne russe ne s'amenuise ? C'est pourquoi ces ouvriers nord-coréens, envoyés à l'usine de drones russes, pourraient être comptés davantage que toute photo de sommet. Les plans d'expansion militaire de la Chine continuent de progresser à un rythme remarquable, Pékin étant déterminé à combler l'écart avec les États-Unis en vue d'un possible conflit entre les deux superpuissances. Elle a bâti la plus grande marine et armée du monde, présentant régulièrement ses innovations majeures, des essaims de drones IA aux missiles hypersoniques. Pendant que Pékin tente de rattraper son retard, les États-Unis ne restent pas inactifs. Il réalise d'importantes améliorations pour conserver son statut de puissance militaire la plus redoutable. L'une de ces améliorations représente un énorme problème pour la marine chinoise, qui bat tous les records, car les États-Unis viennent de transformer le B-2 Spirit en un destructeur de flotte invisible, capable de réduire considérablement la force navale de Pékin à des centaines de kilomètres de distance. Considéré comme le bombardier le plus emblématique, le B-2 n'a plus vraiment besoin de présentation. Sa silhouette en aile volante est reconnue mondialement, et sa furtivité exceptionnelle en fait l'un des avions les plus redoutables et efficaces de tous les temps. Capable de pénétrer l'espace aérien ennemi sans être détecté, cet avion a prouvé sa valeur à de nombreuses reprises, ayant joué un rôle de premier plan dans de nombreux conflits depuis son entrée en service en 1997. Il a été utilisé lors de la guerre du Kosovo, en 1999 par exemple, ainsi que lors des guerres en Irak, en Afghanistan, en Libye et au Yémen, et plus récemment, en Iran. Cependant, durant la majeure partie de son service, le B-2 a surtout servi à frapper des cibles terrestres, comme des infrastructures militaires serbes au Kosovo, des bastions talibans en Afghanistan et des installations nucléaires souterraines en Iran. Il s'est révélé remarquablement efficace pour détruire des bunkers, des bases et des défenses aériennes. Pourtant, il n'a jamais été considéré comme un véritable atout anti-navire. Même s'il avait le potentiel d'anéantir des navires de guerre et d'autres moyens navals grâce à sa grande capacité d'emport, son autonomie impressionnante et ses capacités furtives, il y a toujours eu un problème majeur qui freinait le B-2, le manque de munitions maritimes. Si les États-Unis voulaient bombarder un navire de guerre avec un B-2 il y a quelques années, ils auraient dû compter sur des bombes intelligentes à chute libre comme la GBU-31J JDAM. Si un B-2 voulait frapper un navire en mouvement avec une JDAM, il devait survoler presque directement sa cible avant de larguer sa bombe. Bien que le B-2 ait une furtivité avancée, s'approcher des navires ennemis reste une manœuvre très risquée, exposant le bombardier à de nombreux radars et systèmes intégrés de défense aérienne. De plus, même s'ils sont incroyablement précis contre des cibles fixes, les JDAM manquent des composants nécessaires, comme des têtes chercheuses infrarouges et des systèmes radars actifs, pour suivre activement et se diriger vers des navires ennemis en mer. En raison de ces limitations, le B-2 a été en grande partie relégué à un rôle secondaire pour les missions de lutte anti-navire, au profit d'appareils comme le B-1B lancé. En 2025 cependant, l'armée américaine a complètement changé la donne.
Un essai a eu lieu vers la fin du mois d'avril près de la base aérienne d'Eglin, dans le nord-ouest de la Floride, au cours duquel un bombardier B-2 a largué une arme maritime Quicksink de 500 livres. Quicksink est une version modifiée du JJDAM conçue spécifiquement pour traiter des cibles navales. Son mode de fonctionnement est remarquablement efficace. Tout d'abord, une cible est identifiée, généralement à l'aide d'avions de patrouille en maritime et de reconnaissance, comme le P-8 Poséidon, qui transmet ensuite les coordonnées de la cible à l'avion d'attaque, tel qu'un bombardier B-2. Le bombardier s'approche de sa cible et largue sa charge depuis les airs. Tout comme une JDAM standard, la Quicksink s'appuie ensuite sur son GPS intégré et ses systèmes de navigation inertielle pour se diriger vers la dernière position connue de la cible. Une fois qu'elle entre dans la zone, le chercheur infrarouge imageur WOSA de la bombe s'active pour l'aider à se diriger vers sa cible. Elle scrute la zone pour repérer un navire ayant les mêmes dimensions et la même signature thermique que celui qu'elle vise, puis ajuste la trajectoire en temps réel pour le suivre en mouvement. Mais la Quicksink ne fait pas que percuter le flanc ou frapper par le dessus sa cible. À la place, elle plonge dans l'eau près du navire et utilise une fusée à retardement pour exploser juste à côté de la coque. L'explosion crée une onde de choc suffisamment forte pour soulever la coque du navire hors de l'eau et y percer un trou à la base. Cela brise la colonne vertébrale du navire, provoquant souvent son naufrage en quelques secondes, d'où le terme Quicksink. C'était une grande nouvelle à l'époque, avec le général David Alvin, chef d'état-major de l'US Air Force, qui écrivait sur X: « Nous avons déployé une nouvelle arme, Quicksink, qui améliore considérablement notre capacité à frapper des navires de surface stationnaire ou en mouvement. C'est un vrai tournant pour le département de la Défense, illustrant ce que le président Donald Trump entend par paix par la force. » Cela a clairement résolu le problème préexistant du B-2, qui était incapable de frapper de manière fiable des cibles mobiles en mer, et cela représentait une amélioration significative des capacités du bombardier. Même alors, certains experts doutaient de l'efficacité du Quicksink contre la marine chinoise, en raison de sa taille et de ses capacités avancées de défense aérienne. Tom Sugar, ex-officier de guerre sous-marine de la marine américaine et chercheur principal au Centre pour une nouvelle société américaine, a écrit en ligne qu'il serait surpris si l'armée américaine risquait de faire voler un B-2 assez près des navires de guerre chinois pour larguer une telle bombe. Ajoutant: « Sommes-nous certains, à 1000%, que leurs défenses aériennes ne détecteront rien ?» De nombreux experts militaires ont aussi soulevé cette question, se réjouissant de l'élargissement de l'arsenal du B-2, mais s'inquiétant de sa valeur limitée en cas de conflit avec la Chine, étant donné que chaque B-2 est évalué à environ 2 milliards de dollars, et qu'il n'y a que 19 de ces bombardiers en service. Aujourd'hui, il est logique que l'armée de l'air hésite à mettre un atout aussi rare et précieux dans une situation inutilement risquée, alors qu'il restait d'autres alternatives plus sensées. En bref, l'ajout du Quicksink était sans aucun doute un pas dans la bonne direction, mais peut-être pas un pas assez grand pour faire une réelle différence. Heureusement, les États-Unis ne se sont pas arrêtés là. En coulisses, l'armée travaillait sur un autre ajout à l'arsenal du B-2 Spirit, un ajout qui allait porter ses capacités à des sommets bien plus élevés. Un ajout qui ferait passer cet avion déjà légendaire à un niveau d'excellence opérationnelle encore supérieur, et le transformerait en la riposte parfaite face à la force navale chinoise en pleine expansion. Le AGM-158C missile anti-navire à longue portée, ou LRASM, est un missile de croisière anti-navire lancé depuis les airs, développé par la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, dans les années 2010. Il a été mis en service en 2018 dans l'US Air Force et la Navy américaine. Il mesure environ 14 pieds, soit 4,26 mètres de long, avec une envergure de 8 pieds, 10 pouces, soit 2,7 mètres, et un poids de 2760 livres, soit 1250 kg. Le Belrasm est l'une des munitions anti-navires les plus avancées qui existent aujourd'hui. Il est propulsé par un turboréacteur, Williams F-107, WR F-107 de Tovoler 105, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses subsoniques élevées d'environ Mach 0,9, soit 690 miles par heure ou 1111 km par heure. Et il affiche une portée opérationnelle allant jusqu'à 500 000 nautiques, soit 926 km. Grâce à des systèmes de navigation, GPS et inertiels, combinés à des capteurs infrarouges et électro-optiques, ainsi qu'à une technologie de guidage par intelligence artificielle, le LRASM est d'une précision extraordinaire, capable de frapper à moins de 3 mètres, soit moins de 10 pieds, de sa cible à chaque fois.
Et comme il est équipé d'une ogive WDU-42B à haut pouvoir explosif et à fragmentation de 1000 livres, soit 453 kg, il dispose de suffisamment de puissance de feu pour éliminer même les plus grands navires de guerre modernes, y compris les croiseurs et les destroyers. En plus de tout cela, le LRASM intègre également le type de technologie furtive que l'on retrouve sur des avions comme le B-2 lui-même. Il possède une cellule à faible détectabilité, avec une section radar réduite, afin de l'aider à échapper à la détection lorsqu'il traverse un espace aérien hostile. Il utilise aussi des mesures de soutien électronique passif et des capteurs de radiofréquence pour se guider vers ses cibles sans émettre de signaux détectables pour provoquer à l'approche. Ces caractéristiques font du LRAASM l'une des plus grandes menaces, même pour les flottes navales les plus puissantes de la planète. Mais pendant les premières années de son existence, il ne pouvait être lancé que par une petite sélection de plateformes, dont le B1 lancé, le FA-18EF Super Hornet et le F-35 Lightning II. En juin 2026, le B-2 Spirit a officiellement rejoint la liste. Avant d'expliquer comment cela s'est produit et ce que cela signifie, The Military Show vous offre une vue d'ensemble au-delà des gros titres. Abonnez-vous pour rester informé. Le 29 juin 2026, le Global Strike Command de l'US Air Force a publié un rapport stupéfiant, révélant que les Pacific Air Force avaient mené un exercice de tir réel pour couler un navire en utilisant le B-2 Spirit et un missile anti-navire à longue portée. L'exercice a eu lieu juste au nord des îles Mariannes, non loin du territoire insulaire américain de Guam, l'un des centres stratégiques les plus cruciaux de l'Amérique dans le Pacifique occidental. Cela faisait partie de l'exercice Valiant Shield 26, la dernière édition des jeux de guerre Valiant Shield, qui compte parmi les plus grands exercices militaires américains organisés dans l'océan Pacifique et qui se déroule depuis 2006. Selon des rapports détaillés sur l'événement, l'exercice impliquait que le B-2 tire un seul LRAASM sur l'USS Juno, un transport de chaland de débarquement de classe Austin, qui a été mis sur cale en 1965 et lancé un an plus tard, en 1966. Surnommé le Mighty G, le Juno a effectué de nombreux déploiements pendant la guerre du Vietnam et a également participé à l'opération Desert Shield et à l'opération Desert Storm pendant la guerre d'Irak. Après des décennies de service, ce dock de transport amphibie a été officiellement désarmé en 2008 et, en 2026, il a été sélectionné comme navire cible à couler lors de l'exercice Valiant Shield. Il a été touché par un missile Harpoon, tiré par un P-8A Poseidon de la marine, ainsi que par une torpille, lancée depuis un sous-marin japonais, en plus du LRAASM du B-2, et a coulé dans les profondeurs du Pacifique, pour ne plus jamais être revu. C'était un énorme bond en avant pour le B-2, et c'est extrêmement encourageant, du point de vue américain, de voir que ce test a été couronné de succès. Cela montre que le B-2 peut être équipé de LRASM et qu'on peut lui faire confiance pour neutraliser et détruire efficacement des cibles navales. C'est crucial pour aider les États-Unis à se préparer à une possible confrontation avec la Chine. Comme le note le général Kevin B. Schneider, commandant des forces aériennes du Pacifique, les performances impressionnantes du B-2 soulignent l'engagement de l'armée américaine en faveur de l'adaptabilité et de la flexibilité face aux nouveaux défis de sécurité. En donnant la priorité aux opérations de frappe anti-navire, nous pouvons conserver un avantage décisif sur nos adversaires, protéger nos intérêts nationaux et garantir un Pacifique libre et ouvert, qui est le fondement de notre sécurité mondiale. Il s'agit d'une amélioration bien plus importante que le Quick Sync pour plusieurs raisons essentielles. On peut dire que la plus importante d'entre elles est la portée. Le souci du Quick Sync et d'autres bombes est qu'elles doivent être larguées assez près de la cible. Même avec un avion furtif comme le B-2, plus vous vous rapprochez de l'ennemi, plus le risque qu'il puisse vous détecter et vous tirer dessus augmente. Le LRASM élimine complètement ce risque. Comme il a une portée opérationnelle massive allant jusqu'à 500 milles nautiques, il peut être lancé à partir de distances de sécurité. Théoriquement, par exemple, l'US Air Force pourrait déployer sa flotte de bombardiers B-2 dans des endroits relativement sûrs, à des centaines de milles au large des côtes chinoises, au-dessus des mers de Chine méridionale, orientale ou des Philippines, et tirer des LRASM directement sur l'un des 3 quartiers généraux de la flotte de la marine de l'armée populaire de libération, qui sont situés à Qingdao, au nord, Ningbo, à l'est, et Jiangjiang, au sud. Puisque le B-2 est pratiquement invisible dans les airs, les radars et les défenses de la Chine auraient énormément de mal à repérer ces appareils lors de leur approche. Ensuite, après avoir largué leur charge, les B-2 pourraient se replier rapidement, disparaissant en un clin d'œil et retournant à Guam ou vers d'autres bases aériennes américaines situées au Japon, en Corée du Sud et sur le territoire de l'océan Indien. Diego Garcia. Lancer des missiles de loin offre à l'ennemi plus de temps
et de chance pour réagir, utilisant radar et défense aérienne, pour détecter et neutraliser la munition avant qu'elle n'atteigne sa cible. Heureusement, le LRASM est bien équipé pour contrer ce défi également. Son profil furtif à faible détectabilité lui donne une chance supérieure à la moyenne de contourner même des réseaux d'interdiction d'accès, et de déni aérien relativement denses. Tandis que ses capacités autonomes et sa technologie de capteur passif le rendent plus difficile à détecter lorsqu'il se rapproche de ses cibles. Souvent, ces missiles n'émettent aucun signal détectable majeur jusqu'à la phase terminale de leur vol, et à ce stade, il est généralement déjà trop tard pour que l'ennemi puisse réagir. Pékin dispose de systèmes de défense aérienne parmi les plus avancés au monde, bien que leur fiabilité ait déjà été remise en cause. Il pourrait néanmoins détecter et neutraliser certains de ces missiles avant qu'ils n'atteignent les navires de guerre de l'APL. Cependant, les experts estiment que le B-2 pourrait transporter jusqu'à 16 LRASM à la fois, grâce à ses vastes soutes à armes internes. Cela permettrait à un seul bombardier de menacer 16 navires de guerre distincts en même temps. Une seule salve pourrait anéantir tout un groupe d'actions de surface de l'APL. Sinon, plusieurs missiles pourraient être tirés sur des cibles de grande valeur, comme les destroyers de la classe Type 055, qui sont classés parmi les meilleurs au monde, affichant un impressionnant total de 112 cellules de lancement vertical, ou l'un des porte-avions de plus en plus nombreux de Pékin. Encore une fois, même si certains de ces missiles étaient interceptés en route, il y a de très fortes chances que d'autres parviennent à passer. Grâce à leurs capteurs avancés, et à leur système de guidage par intelligence artificielle qui permettent des corrections de trajectoire en plein vol et des manœuvres d'évitement. Lorsqu'ils sont lancés en groupe, les LRASM sont même capables de communiquer efficacement entre eux, en partageant des données via une liaison de données sécurisée, afin d'affiner leur trajectoire de vol et d'éviter les défenses ennemies. Ils adoptent aussi des vols en rasemote, au-dessus de la mer, en approche finale, les rendant encore plus difficiles à détecter et éliminer. Grâce à leur imagerie infrarouge, ils peuvent aussi cibler les zones vulnérables des navires ennemis, maximisant ainsi les chances qu'un impact fasse couler un navire. Selon les statistiques du département de la défense des États-Unis, la Chine exploite environ 370 navires de guerre, et sa flotte continue de s'agrandir chaque année, avec des projections d'environ 435 navires d'ici 2030. Mais si cette flotte affronte les bombardiers américains B-2, chargés à pleine capacité de missiles anti-navires longue portée, ces effectifs pourraient chuter très rapidement. Les États-Unis agissent déjà pour disposer de suffisamment de missiles afin de menacer toute la marine de Pékin, pas seulement une partie de sa flotte. En avril 2026, des reportages ont révélé que la marine cherchait à dépenser près d'1 milliard de dollars pour la production du LRASM, et ce n'était pas un cas isolé. Cela faisait partie d'une tendance plus large. La demande de budget de la marine pour l'exercice 2026 comprenait environ 1 milliard de dollars pour acquérir 200 LRAS, soit une forte augmentation par rapport aux 91 missiles acquis lors de l'exercice 2024. Pour être plus précis, la demande de budget pour l'exercice 2027 soumise au Congrès comprenait le financement de 177 de ces missiles pour un coût d'environ 907 millions de dollars. Cela fait 3 années consécutives d'achat de certains des missiles anti-navires les plus performants au monde en quantité importante. Cela envoie un message fort et clair à Pékin et aux autres ennemis de l'Amérique dans le monde entier. Peu importe combien de navires de guerre vous construisez, la taille de vos marines ou la puissance que vous essayez de projeter à travers les océans, l'armée américaine aura toujours l'avantage. Elle aura toujours les munitions nécessaires pour envoyer vos navires au fond de l'océan. Et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. Même si vous investissez dans des défenses plus grandes et plus performantes, ces missiles sont suffisamment intelligents pour les éviter. Même si vous multipliez les couches de défense, les États-Unis disposent d'assez de missiles pour les submerger. Même si vous essayez de cibler les plateformes de lancement et d'empêcher les missiles d'être tirés dès le départ, les États-Unis peuvent désormais les lancer depuis l'un des meilleurs bombardiers furtifs jamais construits, qui est presque impossible à détecter, même lorsqu'il se trouve dans votre propre espace aérien. En bref, l'armée américaine a pensé à tout. Elle a tout prévu et paré à toutes les éventualités. En associant un missile et une plateforme de lancement de classe mondiale, elle a créé le destructeur de flotte ultime. Et le plus étonnant, c'est qu'elle pourrait encore pousser ce concept à des niveaux encore plus élevés. Car il y a fort à parier que le successeur du BB-2, le BB-2, un Raider puisse aussi tirer ces mêmes missiles anti-navires à longue portée, offrant à l'armée de l'air davantage de plateformes de lancement avec des technologies furtives encore plus avancées. Depuis des années, les inquiétudes augmentent face à l'expansion navale chinoise et à le fait que les États-Unis semblaient incapables de suivre le rythme soutenu de la construction navale de Pékin. Depuis des décennies,
La Chine a investi des milliards de dollars pour moderniser son armée. Elle a tout fait pour construire une force de combat capable de défier son plus grand rival, les États-Unis d'Amérique. Leurs responsables exhibent souvent leurs nouveaux missiles et se vantent de disposer de forces de tout premier plan au monde, espérant ainsi effrayer leurs ennemis et intimider toute nation osant les défier. Mais sous la fanfaronnade et la bravade de Pékin se cache une réalité bien plus dure. L'armée chinoise est loin d'être aussi puissante qu'on le prétend. Et sans même tirer un seul coup de feu, les États-Unis ont à plusieurs reprises démantelé les stratégies militaires de la Chine et ébranlé sa confiance, forçant Pékin à revoir sa copie encore et encore. Cela s'est produit dans les années 90, cela s'est produit dans les années 2000, et cela arrive encore en ce moment. C'est l'argument avancé dans un rapport accablant rédigé par Miles Yu, chercheur principal et directeur du Centre sur la Chine à l'Institut Hudson. Ayant servi comme conseiller en politique chinoise auprès du gouvernement américain, et ayant consacré sa vie à l'étude de la culture militaire et stratégique chinoise, Yu est l'un des plus grands experts mondiaux dans ce domaine particulier. Quand il parle, les gens écoutent. Et en mars 2026, il a conclu que les décisions militaires chinoises sont réactives, et non proactives. Il a soutenu qu'au lieu que Pékin agisse de sa propre initiative, toute sa stratégie d'investissement dans la défense est directement liée aux actions des États-Unis. Chaque fois que les États-Unis démontrent leur supériorité militaire, Pékin traverse ensuite une période de panique, de purge et d'instabilité totale en réalisant à quel point il est en retard. Comme l'explique Yu, depuis la guerre du Golfe jusqu'aux affrontements plus récents impliquant l'Iran et le Venezuela, la domination américaine sur le champ de bataille a révélé à plusieurs reprises les faiblesses systémiques du complexe militaro-industriel chinois, forçant des cycles de modernisation précipités, de crise interne et de purge politique. Autrement dit, les États-Unis n'ont pas à attaquer directement la Chine pour montrer leur supériorité. Ils se contentent simplement de poursuivre leurs activités, menant des opérations dans des endroits comme l'Amérique latine et le Moyen-Orient, atteignant rapidement leurs objectifs, et mettant leurs innovations militaires à l'épreuve, dans des conditions de combat réelles, pour démontrer leur valeur sans l'ombre d'un doute. La Chine, quant à elle, observe ces événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Elle regarde la puissance écrasante de l'armée américaine submerger chaque ennemi sur son passage. Elle voit les forces américaines opérer avec une efficacité si remarquable qu'elles ne subissent souvent que des pertes minimes, même lorsqu'elles mènent des opérations offensives dans les territoires les plus hostiles, comme lors de la guerre de 2026 en Iran. Et lorsque Pékin voit tout cela, cela l'effraie. Yu cite plusieurs exemples notables de ce schéma à l'œuvre. Le premier est la guerre du Golfe de 1991. La Chine n'a joué aucun rôle notable dans ce conflit. Après la guerre, on a découvert qu'elle avait violé les résolutions des Nations Unies en prenant des mesures pour réarmer l'Irak. Mais pendant la guerre elle-même, la Chine a fermement condamné l'invasion du Koweït par l'Irak et a manifesté son soutien aux forces de la coalition, qui comprenaient les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et de nombreux autres pays occidentaux, ainsi que des pays de différentes autres régions du monde. Pourtant, même si elle n'avait pas ses propres troupes sur le terrain, la Chine a observé de près le conflit et en a tiré des leçons qui allaient façonner son armée dans les années à venir. Car lorsque la guerre a commencé, une grande partie du monde, y compris la Chine, s'attendait à un conflit long et prolongé. L'Irak disposait d'une armée immense, de milliers de chars, d'un vaste réseau de défense aérienne et de plusieurs années d'expérience au combat après sa guerre contre l'Iran. Même pour la puissance des États-Unis et de leurs alliés, cet adversaire était extrêmement difficile à vaincre. Ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde, car les États-Unis ont inauguré une toute nouvelle ère de la guerre. Leurs avions furtifs de pointe ont traversé les défenses irakiennes sans être détectés. Des armes guidées de précision ont atteint leur cible avec une précision incroyable. En un rien de temps, d'innombrables ressources irakiennes ont été anéanties, tandis que les États-Unis s'appuyaient sur des technologies avancées, des satellites, des avions de surveillance et des réseaux de commandement pour exercer un niveau de contrôle sans précédent sur le champ de bataille. En quelques semaines, l'une des armées les plus puissantes du monde à l'époque a été effectivement neutralisée, et à Pékin, les responsables chinois ont assisté à la scène avec horreur. Non pas parce qu'ils avaient un quelconque intérêt dans ce qui arrivait à l'Irak, mais parce qu'ils étaient témoins d'un type de guerre auquel ils n'étaient tout simplement pas prêts à faire face. Les États-Unis avaient abandonné les tactiques de la guerre froide du passé, construisant des stratégies plus modernes et efficaces sur la base d'armes de précision, de systèmes furtifs et d'une connaissance en temps réel de la situation. Tout à coup,
La guerre n'était plus une question de savoir quel camp avait le plus de troupes ou les meilleurs chars pour l'emporter. Elle s'était transformée en quelque chose de bien plus complexe, et l'information était au cœur de tout cela. Les États-Unis prouvaient qu'il était possible de dominer le champ de bataille grâce aux données. La Chine en est arrivée à une conclusion claire et évidente. Son armée populaire de libération, l'APL, avait été conçue pour un monde qui n'existait plus. Et si elle devait un jour affronter les États-Unis, elle n'aurait pratiquement aucune chance de réussir. Elle devait changer rapidement. Ainsi, dans les années qui ont suivi, exactement comme l'affirme la théorie de Yu, la Chine a répondu aux actions des États-Unis en lançant une vaste campagne de modernisation. Elle a commencé à développer des missiles plus puissants et précis, investissant une grande partie de son budget de défense dans l'électronique et la guerre cybernétique. Elle a fait ce qu'elle devait faire pour tenter de combler l'écart avec les États-Unis, et ce n'était pas un incident isolé ou ponctuel. En effet, comme le souligne Yu, le bombardement de l'ambassade chinoise à Belgrade par les États-Unis en 1999 et l'incident de l'EP-3 en 2001 ont encore renforcé le sentiment de vulnérabilité de l'APL, accélérant les investissements dans l'aérospatial, le cyberespace et les capacités d'anti-accès. À chaque fois que les États-Unis réussissaient une action ou une opération militaire majeure, la réaction chinoise était toujours la même. Elle essayait de rattraper son retard. De l'extérieur, les efforts de Pékin semblaient à la fois ambitieux et admirables. Au fil des ans, nous avons vu de grands navires de guerre lancés depuis des ports chinois, des avions de chasse avancés mis en service et des programmes de missiles balistiques établir de nouveaux standards de performance. Des branches entières de l'armée ont été réorganisées et restructurées pour répondre aux besoins changeants de la guerre moderne. L'APL est passée d'une force dépassée, axée uniquement sur la main-d'œuvre et la taille des flottes, à une armée beaucoup plus sophistiquée, équipée de systèmes de missiles apparemment à la pointe de la technologie, et de capacités cybernétiques en constante évolution. Mais selon Yu, il y avait plusieurs défauts fondamentaux dans la manière dont la Chine a procédé pour obtenir ces améliorations. Le premier point est que la Chine a toujours été tellement pressée de moderniser son armée qu'elle ne voulait pas prendre le temps de développer de nouvelles capacités sur le plan national et par ses propres moyens au fil des années. Elle ne voulait pas investir le temps et les efforts, comme les États-Unis, pour planifier, perfectionner ses conceptions, endurer des années d'essais et d'erreurs et accepter l'échec comme partie du processus. En bref, elle voulait accélérer son innovation. Elle a principalement utilisé l'acquisition de technologies étrangères et l'ingénierie inverse de conceptions existantes. Parfois, Pékin a utilisé des tactiques sournoises, comme l'espionnage industriel, pour s'informer sur les équipements militaires étrangers et tenter de les copier. Cela signifiait qu'au moins en apparence, elle a pu combler ses écarts avec l'Amérique à un rythme relativement rapide. Mais il y a une grande différence entre acquérir une technologie et la maîtriser, ce qui nous amène au deuxième défaut que Yu a souligné dans son rapport. La Chine avait peut-être de nouveaux missiles sophistiqués, des avions de chasse et d'autres équipements à exhiber lors de ses défilés militaires, mais elle ne possédait pas nécessairement ce que Yu appelle la précision d'ingénierie fondamentale et la science des matériaux nécessaires pour garantir des performances constantes. En somme, elle avait la technologie sans les connaissances pour en profiter pleinement. Maintenant, le troisième problème concerne la politique de fusion civilo-militaire, MCF, de la Chine, qui a été conçue pour combler les lacunes et faire tomber les barrières entre la recherche civile, les secteurs commerciaux du pays et son complexe militaro-industriel. Sur le papier, encore une fois, c'est une idée intelligente, dont l'un des principaux objectifs est de s'assurer que presque toutes les innovations civiles, comme l'IA, les ordinateurs quantiques et les semi-conducteurs, puissent être réutilisées à des fins militaires. Cela signifie également que toutes les organisations opérant en Chine, qu'elles soient publiques, privées ou même étrangères, sont légalement tenues de partager leurs données avec l'armée, si cela leur est demandé. En réalité, selon Yu, cette politique a favorisé la corruption et l'inefficacité dans l'ensemble du secteur de la défense, ce qui a conduit à la conséquence la plus dévastatrice de toutes, la qualité et la fiabilité douteuse des armes de l'APL. Petite parenthèse avant d'aller plus loin. Vous regardez The Military Show. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Alors que la politique de la FCM était censée rendre l'armée chinoise plus grande et plus performante que jamais, elle a en réalité introduit de nouveaux problèmes toxiques qui se sont révélés presque impossibles à résoudre, avec des conséquences néfastes et durables pour la sécurité du pays et sa capacité de projection de puissance à l'avenir. Voici pourquoi. En unifiant réellement les secteurs militaires et civils, la Chine a renforcé l'intégration de la politique au sein de l'APL. Dans les systèmes politiques centralisés, les mauvaises nouvelles sont risquées.
Les dirigeants préfèrent entendre parler de progrès et de réussite plutôt que de défauts ou d'échecs. En conséquence directe de cela, une culture commence alors à se former dans laquelle les problèmes sont dissimulés, les insuffisances sont minimisées, et les dirigeants reçoivent des rapports qui ne mettent en avant que ce qui fonctionne bien, en omettant complètement toute mention des défis et des lacunes. Dans le monde militaire, ce genre de culture est incroyablement dangereuse. Un nouveau système d'armes pourrait être développé, et sembler prometteur, mais il comporte encore de nombreux défauts dans sa conception qui pourraient se le rendre complètement inutile dans des conditions de combat réelles. Parce que les gens ont trop peur de signaler à leurs supérieurs quoi que ce soit de ne serait-ce qu'un peu négatif, ils ignorent les problèmes et préfèrent partager des rapports élogieux. Ils affirment que le système est parfait, révolutionnaire et sans égal dans le monde, prêt à être déployé sur le champ de bataille pour démontrer la puissance inégalée de l'APL. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ces systèmes survendus mais imparfaits sont mis en service ou vendus à d'autres pays, et lorsqu'ils sont réellement déployés, tous leurs défauts sont révélés au grand jour. Comme Yu lui-même l'écrit, un système politique fondé sur la propagande encourage les déclarations exagérées et l'auto-illusion, masquant les véritables lacunes jusqu'à ce qu'elles soient exposées dans des conditions opérationnelles. Et lorsque ces lacunes sont enfin révélées, la Chine semble toujours réagir de la même manière, par une purge. Si un système censé être révolutionnaire s'avère en réalité très médiocre, le PCC lance des enquêtes qui sont souvent présentées comme visant à éradiquer la corruption dans le secteur de la défense du pays. Inévitablement, après des semaines ou des mois de ces mesures d'enquête, des personnes au pouvoir sont soudainement privées de ce pouvoir. Des officiers militaires sont forcés de démissionner ou de quitter leur poste. Des dirigeants de la défense disparaissent soudainement de la scène publique, et ce qui aurait pu être une enquête sérieuse sur les problèmes systémiques du PCC et de l'APL se réduit à une chasse aux sorcières pour désigner un nouveau bouc émissaire du gouvernement. Comme l'explique Yu, cela crée un cycle dans lequel les purges politiques remplacent les réformes techniques. Plutôt que de traiter la cause profonde, le PCC se contente de licencier quelques personnes puis recommence comme avant, jusqu'à un nouvel échec où il répète le même schéma. Ce n'est pas seulement un cycle ridicule, mais aussi un cycle destructeur. Chaque fois que le PCC procède à une de ces purges, même s'il peut éliminer quelques responsables corrompus ici et là, il se débarrasse aussi de personnes ayant des années, voire des décennies d'expérience et d'expertise. Et ce faisant, il sape sa propre capacité d'apprentissage et d'amélioration. Plus ce cycle se perpétue, plus la situation empire. Yu écrit que l'innovation devient plus risquée et non plus sûre. La vérité devient plus dangereuse que l'erreur. C'est pourquoi l'Amérique n'a pas besoin de tirer un seul coup de feu pour mettre la pression sur l'APL. Elle n'a pas besoin d'aucune confrontation directe avec Pékin pour montrer sa puissance militaire. Elle doit simplement continuer à démontrer sa supériorité à chaque occasion, sachant que le système chinois sombrera dans la panique et s'autodétruira par la suite. Et en 2026, les États-Unis ont démontré leur supériorité à plusieurs reprises. Et nous avons vu le cycle autodestructeur chinois se dérouler exactement comme prévu. En janvier, par exemple, les États-Unis ont mené l'opération Absolute Resolve. En l'espace d'une seule nuit, en moins de 3 heures pour être plus précis, les forces américaines ont bombardé des infrastructures dans le nord du Venezuela, éliminé les systèmes de défense aérienne et capturé le président du pays, Nicolás Maduro, dans un complexe fortifié à Caracas. Pour couronner cet exploit, aucune vie américaine n'a été perdue. Puis, en février, les États-Unis et Israël ont lancé une guerre contre l'Iran. Ils ont mené l'une des campagnes de bombardement les plus rapides et marquantes jamais vues, éliminant une grande partie de la direction du pays, dont l'ancien guide suprême, et détruisant de nombreux systèmes de défense aérienne, bases de missiles et autres cibles majeures. Ils ont ensuite imposé un blocus naval du détroit d'Ormuz, anéantissant une grande partie des forces militaires iraniennes et repoussant de nombreuses attaques, tout en ne subissant que des pertes minimes. Dans ces deux conflits, les adversaires de l'Amérique, le Venezuela et l'Iran, comptaient en partie sur des équipements fournis par la Chine, notamment des plateformes de missiles, des radars et des réseaux de défense aérienne. Yu souligne que ces équipements ont plusieurs fois échoué face à la furtivité et à la guerre électronique avancée des États-Unis. Ce sont les mêmes systèmes présentés en Chine comme capables d'affronter les menaces récentes et redoutables, même sous forte pression. Pourtant, un à un, ils ont échoué dès le premier obstacle. Le système de défense aérienne phare QG-9B utilisé apparemment en Iran par exemple, n'a pas réussi à intercepter les avions américains ou israéliens.
Les radars YLC-8B de la Chine se sont également révélés relativement inutiles et ont été rapidement rayés de la carte. Et même lorsque l'Iran a déployé des missiles anti-navires supersoniques CM-302 fabriqués en Chine, ils n'ont pas réussi à atteindre leur cible. Face à ces échecs, le PCC aurait pu, et peut-être dû, mener un examen sérieux pour comprendre comment et pourquoi ces systèmes d'armes avaient été si bien notés, mais n'ont pas été à la hauteur des attentes. Au lieu de cela, il a fait ce qu'il a toujours fait, lancer une nouvelle purge. Comme l'explique Yu, un grand nombre de hauts commandants de l'APL ont été effacés et ont disparu de la scène publique, y compris des personnalités au plus haut niveau de commandement. De nombreux généraux militaires expérimentés ont tout simplement cessé d'apparaître en public et lors de rassemblements politiques, et on estime que les 2/3 de la commission militaire centrale du pays, la plus haute autorité militaire en Chine, ont été démis de leurs fonctions depuis le début de l'année. Dans le secteur scientifique et industriel également, la purge a fait des ravages. Yu cite des exemples comme Hu Yongming, l'un des principaux scientifiques dans l'industrie de l'aviation navale et du développement des porte-avions, et Yang Wei, l'un des meilleurs concepteurs chinois d'avions de chasse avancés. D'autres personnalités clés purgées incluent Hua Wei Yiyin, un chercheur en missiles de défense, et Wu Manqing, spécialiste du radar et de la lutte contre la furtivité. Certains responsables ont même été sévèrement poursuivis, comme Tan Ruisong, président de l'Aviation Industry Corporation of China, qui a été condamné à la peine de mort avec sursis pour corruption. D'autres personnalités sont mortes dans des circonstances mystérieuses, comme Fang Daineng et Yang Hong, chercheurs experts en armes hypersoniques depuis de nombreuses années. Tout cela est une conséquence directe des triomphes militaires des États-Unis, qui, comme l'explique Yu, ont eu un double effet sur le développement des armes en Chine. D'une part, les succès des États-Unis ont forcé la Chine à s'adapter, en poursuivant ses campagnes de modernisation accélérées et en améliorant ses capacités, investissant d'énormes sommes d'argent et de ressources dans le développement de nouvelles armes, de véhicules, de navires et de systèmes de défense à exhiber devant le monde entier. En même temps, les opérations américaines dans des endroits comme l'Iran et le Venezuela ont également servi d'épreuve grandeur nature pour les progrès de la Chine. Et bien malheureusement pour Pékin, elle a échoué à ses tests à plusieurs reprises. Ses moyens militaires se sont révélés faibles, défaillants et totalement incapables d'être à la hauteur des attentes démesurées. Cela a, à son tour, déclenché un torrent de bouleversements au sein même du PCC, avec des responsables purgés dans l'ensemble des secteurs de la défense et de la recherche chinois. Le résultat final est décrit comme un paradoxe par Yu, dans lequel la volonté du PCC de rivaliser, voire de surpasser les États-Unis, le pousse à poursuivre des programmes militaires de plus en plus ambitieux. Pourtant, le même système qui permet la mise en place de ces programmes les empêche également d'atteindre leur véritable potentiel. Avec un système plus rationnel, ancré dans la réalité, ou une meilleure séparation entre politique et armée, la Chine éviterait peut-être ce genre de situation. Le pays pourrait consacrer le temps et les efforts nécessaires pour atteindre ses ambitions militaires, en traversant les mêmes hauts et bas que les autres grandes puissances militaires, en voyant l'échec non comme une faute à ignorer ou punir, mais comme une étape essentielle du processus d'apprentissage. Au lieu de cela, la Chine a construit un système qui efface jusqu'à la capacité d'innover véritablement. Ainsi, les progrès restent inégaux et dangereusement fragiles. En conclusion, Yu note: tant que cette dynamique persiste, chaque nouvelle démonstration de supériorité militaire américaine ne se contentera pas de défier la Chine de l'extérieur, mais la déstabilisera aussi en interne, renforçant ainsi précisément l'écart qu'elle cherche à combler. Ainsi, même si elle n'affronte pas directement la Chine sur le champ de bataille, Washington continue de garder une avance sur Pékin. Chaque opération militaire sert à démontrer la domination des États-Unis, perturbant et déstabilisant à plusieurs reprises les stratégies de son plus grand rival mondial. 2027 approche à grands pas. L'année que certains considèrent comme décisive dans les plans d'invasion de Taïwan du président chinois Xi Jinping arrive dans quelques mois à peine. Les ressources de la Chine seront en place. Son armée sera suffisamment forte pour ce que Xi souhaite faire, mais la Chine a un problème. Quelque chose dans l'eau a déjà détruit les plans d'invasion de Taïwan de la Chine avant même leur lancement. Taïwan a un plan brillant pour arrêter la Chine, et il implique quelque chose que personne n'avait vu venir, ne rien faire. Pourquoi? La Chine n'a pas la force militaire pour prendre Taïwan. Et tout se résume à l'eau que la Chine doit traverser. On sait que ça paraît fou, surtout en voyant les chiffres bruts. Il n'y a aucun domaine dans lequel Taïwan a l'avantage si on compare simplement son armée à celle de la Chine pour voir qui l'emporte. Les 2 035 000 militaires d'actifs de la Chine écrasent littéralement les 230 000 de Taïwan,
Et même si l'on ajoute les 1 657 000 réservistes de Taïwan, la Chine dispose de 510 000 réservistes à engager dans le conflit, conservant ainsi un avantage clair en termes d'effectifs. La Chine dépense chaque année 10 fois plus que Taïwan pour son armée. Elle possède plus de 3 529 avions contre 720 pour Taïwan, une flotte navale presque 10 fois plus grande que celle de Taïwan et bien sûr une grande quantité de missiles. La Chine semble avantagée, mais ce n'est pas le cas. On pourrait croire que l'implication des États-Unis et d'autres grandes puissances indo-pacifiques mettrait fin au plan de Xi, mais ce n'est pas ce que nous affirmons. Tous ces facteurs peuvent entrer en jeu, surtout si la Chine menace le principal levier dont dispose Taïwan vis-à-vis du reste du monde. Même sans l'implication d'autres nations, le plan chinois pour Taïwan ne fonctionnera pas. Taïwan peut se défendre seul, et il y a une raison claire à cela. Pour conquérir Taïwan, la Chine doit réussir la plus grande attaque amphibie de l'histoire militaire moderne, et elle n'a pas l'expérience nécessaire pour y parvenir. Revenons à l'opération Overlord pendant la Seconde Guerre mondiale. Lancée en 1944 et souvent appelée le jour J, l'opération Overlord était et reste la plus grande invasion amphibie de l'histoire de la guerre. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Les Alliés ont utilisé plus de 5000 navires pour effectuer des débarquements sur 5 plages en Normandie. Plus de 150 000 soldats ont débarqué et il y avait 1,4 million de militaires américains stationnés au Royaume-Uni, prêts à assurer la logistique et un flux continu de troupes vers la France une fois les débarquements terminés. Avec tous les Alliés, le Royaume-Uni devait accueillir 2 millions de soldats venus de 12 pays, prêts à porter le combat jusqu'en Allemagne. Les Alliés, déjà maîtres du ciel avant les débarquements, ont pu effectuer environ 14 000 sorties pour soutenir l'opération amphibie. Et pourtant, ces débarquements furent incroyablement sanglants, coûtant aux Alliés environ 10 500 pertes une fois tout terminé. Pourquoi raconter tout cela? Le but est de montrer que l'opération Overlord fut menée par les Alliés à partir d'une position de relative supériorité. La Chine ne bénéficie pas de cette position alors qu'elle prépare l'invasion amphibie de Taïwan. Les chiffres avantagent l'armée populaire de libération, mais la marine chinoise, en particulier, n'a pas ce qu'il faut pour mener une opération du même type, nécessaire pour acheminer des soldats à Taïwan. D'abord, cette armée de 2 millions d'hommes n'est pas ce qu'elle paraît être. On pourrait prétendre que la Chine concentrerait ses 2 millions de soldats sur Taïwan, mais en fait, elle ne le fera pas. La Chine doit garder des soldats à la frontière indienne pour y maintenir sa position. Environ 25 000 soldats y sont déployés. Partout en Chine même, des soldats sont stationnés pour protéger Xi et ses intérêts intérieurs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'avantage en effectif n'est pas aussi important qu'il n'y paraît au premier abord. Le vrai problème de la Chine n'est pas le nombre de soldats mobilisables, mais de les acheminer à Taïwan. C'est là que l'eau entre en jeu. L'opération Overlord a vu des centaines de milliers de soldats traverser la Manche, relativement calme, pour débarquer en France. Ce détroit sépare l'Angleterre et la France sur environ 35 km à son point le plus étroit, et l'opération Overlord n'avait pas à se soucier outre mesure de conditions météorologiques difficiles. Mais la Chine, elle doit traverser le détroit de Taïwan juste pour tenter de débarquer des troupes chez l'ennemi. C'est une perspective difficile pour plusieurs raisons. D'abord, la distance. Les troupes chinoises devraient parcourir environ 5 fois plus par bateau pour atteindre Taïwan que les Alliés pour débarquer en Normandie. Cette distance laisse du temps, et ce temps peut être utilisé par Taïwan pour lancer des missiles solaires contre les avions chinois, déployer des sous-marins pour neutraliser les navires et envoyer des missiles anti-navires et des drones en direction de tout ce que la Chine envoie. Sans compter la puissance aérienne taïwanaise. Les Alliés dominaient déjà les airs avant l'opération Overlord. La Chine ne bénéficie pas de cet avantage sur Taïwan, elle ne peut donc pas bombarder les plages et défenses côtières taïwanaises impunément depuis les airs. Mais tout cela nécessite que Taïwan agisse réellement. Nous avons dit que Taïwan n'aurait rien à faire. La raison en est que le détroit de Taïwan est une étendue d'eau impitoyable. La Manche est calme, mais le détroit de Taïwan reste mortel et difficile à naviguer, même par beau temps, en raison de la météo. Entre juin et août, puis de nouveau entre novembre et février, le détroit de Taïwan connaît des moussons fréquentes et même des typhons, ce qui rend les opérations amphibies presque impossibles. Au mieux, la Chine devrait accepter de sacrifier des dizaines de navires et des milliers de soldats si elle attaquait pendant l'une de ces périodes. La Chine est donc limitée quant au moment où elle peut attaquer, ce qui permet à Taïwan de se préparer quand le détroit est calme. Même si la Chine attaque durant l'été pluvieux, les retards donneraient à Taïwan plus d'occasions de frapper les navires chinois avant leur approche des côtes.
Et disons que la Chine parvient à surmonter ces tempêtes au sens propre. Que se passe-t-il ensuite? Lors de l'opération Overlord, les Alliés avaient le choix des plages en Normandie. Oui, ces plages étaient fortifiées, mais grâce à tous les facteurs évoqués, surtout la suprématie aérienne, les Alliés étaient en excellente position pour les prendre d'assaut. Taïwan, c'est une toute autre histoire. La géographie montagneuse de Taïwan complique énormément un débarquement amphibie chinois. Environ 60% de Taïwan est couvert de montagnes. Bien que Taïwan dispose de plusieurs dizaines de plages accessibles, Newsweek souligne que la Chine serait limitée à tenter de débarquer des troupes sur moins de 20 plages identifiées comme des plages rouges. Toutes ces plages et leurs littoraux sont fortifiés, et la Chine devrait encore traverser un terrain quasiment impraticable pour atteindre Taipei, où des combats urbains éclateraient et où les rares soldats chinois arrivés seraient en infériorité. Cela nous ramène à la question des effectifs. Nous avons mentionné plus tôt que l'armée taïwanaise ne dispose pas d'autant de personnel que celle de la Chine, même en tenant compte des réservistes. Mais ce ne sont que des chiffres bruts. En réalité, la Chine doit retenir des centaines de milliers de soldats pour la défense intérieure, et Taïwan dispose de plus de 1,6 million de réservistes en plus de son armée active, qui auraient tous pour unique objectif de défendre leur pays. La Chine doit essayer d'égaler ses effectifs, et les conditions dans le détroit de Taïwan rendent cela pratiquement impossible. Il ne suffit pas de débarquer des troupes, il faut aussi les approvisionner. Assurer des routes d'approvisionnement stables vers Taïwan, même si la Chine prend pied sur les rares plages de débarquement, reste un cauchemar logistique. Taïwan dispose de missiles anti-navires et de missiles solaires, des missiles très avancés grâce à sa relation avec les États-Unis. En combinant l'emploi de ces missiles pour neutraliser des navires de ravitaillement et des avions cargo avec l'impossibilité pour la Chine d'utiliser le détroit de Taïwan 6 mois par an, on obtient une catastrophe logistique imminente. La Chine pourrait effectivement réussir à débarquer 100 000 soldats à Taïwan, mais il y a de fortes chances que ces soldats soient coupés de leurs approvisionnements, confrontés à un terrain presque impraticable, et qu'ils doivent faire face à une armée taïwanaise entièrement mobilisée. C'est bien plus que ce que la Chine peut réellement déployer, malgré son avantage théorique en effectifs. L'amiral Li Shimin, qui était chef d'état-major des forces armées taïwanaises jusqu'en 2019, résume parfaitement la situation lorsqu'il s'exprime dans The Economist en 2023. C'est leur point faible, explique Li aux médias. Si Taïwan ne se rend pas, une fois que vous avez débarqué, il faut encore se battre pendant un certain temps, peut-être 1 semaine, 2 semaines ou plus. Où sont vos moyens logistiques? Votre soutien doit traverser le détroit, le nôtre non. Nous combattons chez nous. Rien n'a changé depuis 2023. Pour Xi et la Chine, cela signifie que la victoire chinoise est très improbable, même sans considérer l'aide probable d'autres nations pour défendre Taïwan. Mais cela va plus loin. L'invasion de Taïwan par Xi ne se résumerait pas à un obstacle dans les eaux taïwanaises qui viendrait compromettre ses plans. L'armée chinoise n'est pas ce qu'elle paraît. L'économie du pays est au bord de l'effondrement, et même une stratégie axée sur les missiles choisis avant une invasion amphibie ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Avant de répondre, petit rappel, vous regardez les missions militaires. Nous faisons des vidéos pour montrer comment le pouvoir s'exerce réellement. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez 1 seconde pour cliquer sur le bouton afin d'en voir plus comme celle-ci. Alors, l'armée chinoise, elle affronte aussi le cauchemar de traverser et maintenir les routes d'approvisionnement via le détroit de Taïwan. La Chine doit aussi gérer tout cela avec une armée qui, bien que massive sur le papier, n'a aucune véritable expérience du combat. Robert Gates, ancien secrétaire à la défense des États-Unis et chef de la CIA, a souligné lors d'une interview en mai dans Face the Nation sur CBS. Aucun général ou amiral chinois aujourd'hui n'a un seul jour d'expérience au combat. La dernière fois que ces gars ont combattu, c'était en 1979 et les Vietnamiens leur ont infligé une lourde défaite. Tous ces généraux ont disparu depuis longtemps, purgés par Xi. Voilà un autre problème pour la Chine. Le ministère de la Défense du pays est en ruine. En mai dernier, 2 ex-ministres chinois de la Défense, Wei Fenghe et Li Shangxiangfu, ont été condamnés à mort avec sursis, officiellement pour corruption, mais probablement aussi pour leur désaccord avec Xi sur certains sujets. Tous 2 ont été purgés par le président chinois et affrontent désormais la sanction la plus sévère infligée lors de la purge de l'armée chinoise en cours depuis des années. Le simple fait d'évoquer une purge de cette ampleur pose déjà problème. La stabilité n'existe pas dans l'armée populaire de libération. Malgré sa taille et l'ampleur des investissements de la Chine, la corruption et les purges sabotent tout véritable plan stratégique que la Chine pourrait avoir pour Taïwan. En octobre 2025, le Parti communiste chinois a expulsé 9 des plus hauts généraux du pays lors d'une vaste répression contre la corruption. Mais cela n'a guère d'importance, car l'armée chinoise, en dehors de ses effectifs humains, est pourrie jusqu'à la moelle.
The National Interest a déclaré en janvier 2026 que la corruption est si endémique dans l'armée chinoise qu'elle touche même une partie de la direction. Les missiles à carburant liquide que la Chine voudrait utiliser contre Taïwan sont en réalité remplis d'eau. Ils resteront immobiles quand les ordres seront donnés, la Chine se paralysant ainsi elle-même pour une invasion de Taïwan. Encore une fois, Taïwan n'a rien à faire. C'est un problème entièrement créé par la Chine, et la déstabilisation qui en résulte ne fera qu'apporter plus de difficultés à une invasion amphibie déjà pleine de dangers. Et les purges vont encore plus loin que vous ne le pensez. Le projet China Power du Centre d'études stratégiques et internationales le souligne. Plus de 100 officiers supérieurs de l'Armée populaire de libération ont été limogés depuis 2022, ce qui équivaut à une restructuration complète des plus hauts échelons de l'armée chinoise au cours des 5 années précédant l'invasion prévue de 2027. La corruption est souvent citée pour justifier ces purges, mais il existe aussi un second niveau de corruption, au-delà de l'eau, des missiles et des pots de vin. L'Armée populaire de libération possède 2 chaînes de commandement, militaire et politique. Du côté politique, la fiabilité, c'est-à-dire la volonté d'accepter tout ce que Xi dit, est plus valorisée que la perspicacité et la capacité à prendre de bonnes décisions. Ainsi, l'armée chinoise doit essentiellement faire face à une lutte de pouvoir interne qui résulte du fait que Xi essaie de tout contrôler. Quant aux soldats, on ne leur fait pas confiance pour prendre des décisions par eux-mêmes, ce qui signifie que toute invasion de Taïwan devrait faire face aux problèmes d'automates inexpérimentés qui n'ont aucune idée réelle de ce qu'ils sont censés faire. C'est une catastrophe annoncée. Mais que se passerait-il si la Chine éliminait simplement le besoin en troupes et optait pour une stratégie axée sur les missiles? Bombarder Taïwan à distance pourrait résoudre certains problèmes liés à la corruption et au détroit de Taïwan. Et la Chine dispose certainement d'assez de missiles pour une telle stratégie. Selon la presse universitaire de l'armée américaine, l'armée chinoise dispose de plus de 2200 missiles balistiques et de croisières conventionnelles ainsi que de suffisamment de missiles anti-navires pour attaquer toute la marine américaine. Même sans les missiles endommagés par l'eau évoqués plus tôt, cela représente encore une grande puissance de feu contre Taïwan. Cependant, la Chine ne peut réellement utiliser ces missiles pour frapper le cœur de Taïwan. Pourquoi? Les semi-conducteurs. Ces puces sont essentielles pour toute l'économie mondiale, et plus important encore, elles sont nécessaires pour chaque missile moderne et chaque équipement militaire dans le monde. Et Taïwan est le cœur de l'industrie mondiale des semi-conducteurs. L'Institut mondial de Taïwan rapporte qu'en 2023, les seules industries taïwanaises de test et d'emballage des semi-conducteurs détenaient 50% du marché. Actuellement, Taïwan produit 90% des puces les plus avancées et représente 70% du marché des fonderies de semi-conducteurs. Le cœur technologique du monde entier bat grâce aux puces taïwanaises et la Chine en dépend autant que n'importe qui d'autre. Le Conseil des relations étrangères souligne ce point, notant que la Chine importe pour 400 milliards de dollars de semi-conducteurs par an et n'a atteint que 16% d'autosuffisance dans ce domaine, malgré un objectif de 70% d'ici 2025. Pire encore, la Chine ne produit pas les semi-conducteurs des armements avancés. Taïwan, oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chine veut Taïwan. Contrôler les semi-conducteurs, c'est contrôler le monde, et beaucoup le sous-estiment. Voilà pourquoi une stratégie basée sur les missiles est si risquée pour la Chine. Elle pourrait bombarder Taipei pendant des semaines, mais un seul missile déviant suffirait à détruire l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs avancés. Taïwan le sait, et il se peut même qu'il dispose d'une stratégie du bouclier de silicium qui consisterait à détruire, ou du moins à menacer de détruire, sa propre industrie des semi-conducteurs si la Chine menace d'envahir. Nous avons déjà évoqué l'implication d'autres puissances. C'est pourquoi ces puissances veulent s'impliquer. L'effondrement des fonderies de puces taïwanaises, causé par la Chine ou Taïwan, entraînerait une catastrophe paralysant l'approvisionnement militaire et, sans doute, le monde entier. Voilà à quoi ressemble le levier d'influence. Taïwan n'aurait qu'à menacer de tout faire sauter, provoquant l'effondrement mondial de l'électronique. Cette menace suffirait à attirer l'attention mondiale sur la Chine et à pousser Xi à reculer sous la pression. Taïwan n'aurait peut-être pas besoin d'aller si loin. Mélanger l'eau, l'incompétence militaire, la corruption et les puces électroniques. C'est une combinaison toxique pour Xi et ses projets sur Taïwan. À cela s'ajoute un autre problème, qui compliquerait toute opération militaire prolongée envisagée par la Chine. L'économie chinoise est en difficulté. L'éclatement imminent d'une bulle immobilière pourrait empêcher la Chine de soutenir une invasion de Taïwan. L'Atlantic Council a indiqué en janvier que l'immobilier chinois entamait sa 5e année de marasme. Il y a 80 millions de logements invendus sur le marché chinois, selon le groupe de réflexion.
Et il affirme qu'un économiste chinois pense même que 80% des promoteurs et entreprises de construction en Chine vont quitter le marché dans les années à venir. La Chine possède des villes fantômes entières qui ont été construites mais restent en grande partie inhabitées, se transformant lentement en carcasses pourrissantes d'un excès d'investissement dans une industrie que la Chine voulait croire en croissance perpétuelle. DW précise que la bulle immobilière en Chine avait déjà fait monter les prix à plus de 17 fois le salaire moyen, rendant l'achat inabordable pour la plupart, ce qui explique l'existence des villes fantômes. La bulle immobilière chinoise est aussi grosse qu'elle peut l'être. Bientôt, elle va éclater. Quand cela se produira, toute l'économie chinoise suivra. On peut dire que la bulle a éclaté, la Chine étant déjà dans le marasme et montrant peu de signes de reprise. À mesure que la situation empire, les faiblesses économiques de la Chine deviendront évidentes. Son économie reste très dépendante des exportations au-delà de l'immobilier. Le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud et Taïwan représentent 21,31% des exportations chinoises. Si la Chine envahit Taïwan, ces 4 pays pourraient ne cesser d'acheter, causant de gros problèmes à la Chine. L'Union européenne est aussi un client majeur et pourrait cesser d'acheter, accentuant la pression sur la Chine. Dans l'Indo-Pacifique, des pays comme les Philippines et le Vietnam pourraient cesser d'acheter, car ils contestent déjà les droits miniers et le contrôle d'îles en mer de Chine méridionale, profitant ainsi d'une faiblesse économique de la Chine. La Chine, dont l'économie repose sur les produits et manque de ressources naturelles comme le pétrole ou le gaz, ne peut pas faire grand-chose face à cette situation, contrairement à la Russie, qui a pu s'appuyer sur ses ressources pour mettre en place une économie parallèle et poursuivre sa guerre en Ukraine. L'argent arrêterait juste d'entrer. À mesure que les dépenses militaires augmentent une fois l'invasion de Taïwan lancée, ce problème empire. La crise du logement s'aggrave et la Chine s'engage sur la même voie de ruine économique que celle que nous voyons actuellement en Russie. Nous allons énoncer une évidence ici. La Chine a besoin d'argent pour maintenir une invasion de Taïwan. Si son économie s'effondre, sous la pression commerciale d'autres puissances, ce serait le coup de grâce pour une invasion déjà très risquée. Et encore une fois, Taïwan n'aurait pas grand-chose à faire, si ce n'est arrêter d'acheter et de vendre à la Chine, puis s'appuyer sur son industrie des semi-conducteurs et l'importance de celle-ci pour convaincre ses alliés d'accentuer la pression. Ainsi, le plan de Taïwan face à une invasion chinoise est simple, qu'il vienne. Grâce à sa géographie, sa technologie militaire avancée et son rôle géopolitique, Taïwan peut résister à la tempête. La Chine ne le peut pas, littéralement en ce qui concerne le détroit de Taïwan, mais aussi économiquement, militairement et face au cauchemar géopolitique dans lequel elle se retrouverait s'y mettait ses plans à exécution. L'invasion est terminée avant même d'avoir commencé. Taïwan détient tous les atouts. Imaginez maintenant si l'Ukraine s'en mêlait. Devenue experte mondiale en drones, l'Ukraine pourrait aisément proposer à Taïwan des drones maritimes, rendant le détroit encore plus dangereux. La presse Euromaidan indique que l'Ukraine fait déjà des ouvertures à Taïwan au sujet des drones, ceux-ci, qu'ils soient maritimes ou aériens, représentant un danger accru pour la Chine dans le détroit de Taïwan. Vous voulez savoir pourquoi? Regardez notre vidéo sur la première attaque du genre au monde menée par l'Ukraine contre la marine russe. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de contenu de l'émission militaire, et merci comme toujours de nous regarder.